Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre première édition de cette Web TV Santé Live, une Web TV dédiée à la santé des Réunionnais, qui vous est proposée conjointement par le CHU, le Centre Hospitalier Universitaire, le CIC, Centre d'Investigation Clinique, l'Observatoire Régional de la Santé, l'IREPS Réunion, l'Instance Régionale d'Éducation et Promotion de la Santé, et tout ça est bien entendu soutenu par l'Europe et la région Réunion. Nous sommes à la veille de la Journée mondiale du diabète. C'est l'occasion et l'opportunité d'aborder ce sujet ô combien important à La Réunion. C'est c'est le sujet de santé publique numéro 1. Plusieurs questions tout de suite se posent quand on aborde ce sujet. C'est quoi le diabète? Et puis, cette émission, elle est sur une particularité aussi, le prédiabète. On va surtout insister là-dessus. Alors, c'est quoi ce prédiabète? Pourquoi c'est si important? À quoi ça sert pour lutter contre la maladie? Et puis, comment la recherche peut nous aider à faire reculer cette maladie? Nous aborderons tous ces sujets avec plusieurs invités, certains à distance, d'autres sur le plateau. Vous l'avez remarqué, nous réalisons cette émission dans des circonstances un peu particulières, celle de l'épidémie de Covid-19. Donc ça va impliquer qu'effectivement, certains de nos invités sont à distance, nous portons le masque. Ces mesures sont certes inconfortables, mais importantes, et on va vous le rappeler, il est important de prendre ces précautions. Alors cette émission va s'articuler en deux axes, deux parties. Une première partie de connaissances, on va vous proposer des éclairages, mieux comprendre c'est quoi le diabète et puis c'est quoi ce prédiabète. Et puis une deuxième partie sur une étude de recherche sur les prédiabétiques à La Réunion qu'il est important de promouvoir et de présenter. Commençons, je vous propose de commencer tout de suite par un premier reportage qui va nous permettre aussi de planter le décor par un exposé du docteur Emmanuelle Rachou, directrice de l'Observatoire Régional de la Santé, qui nous pose le panorama du diabète à La Réunion. D'abord, il faut savoir que concernant le diabète, ce n'est pas si facile d'avoir des données en continu et de connaître le nombre exact de patients diabétiques dans la population, parce que le diabète, c'est une situation très hétérogène. Est-ce qu'on va s'intéresser au prédiabète, au diabète, sachant qu'il y a le diabète de type 1, de type 2, du diabète gestationnel? Est-ce qu'on s'intéresse au diabète qui est diagnostiqué, qu'il soit traité ou non? Ou par définition du diabète total, sachant qu'il est difficilement mesurable parce qu'il y a beaucoup de patients qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques parce qu'ils n'ont pas fait de test de dépistage. Alors évidemment, là, ce qu'on sait, le diabète est une priorité régionale de santé parce que La Réunion est particulièrement touchée par le diabète. En 2014, dans une enquête qui s'appelle le baromètre santé d'hommes, entre 9 et 10% des personnes interrogées déclaraient être diabétiques. Donc là, on s'intéresse au diabète déclaré, donc par définition connu. En ce qui concerne les conséquences, on sait que les conséquences du diabète peuvent être graves si le diabète n'est pas dépisté ni pris en charge. Et ce qu'on constate, c'est qu'à La Réunion, les patients diabétiques ont plus de complications en termes d'accidents vasculaires cérébraux, en termes d'altérations rénales et en termes d'amputation qu'en métropole. Et que l'on a une mortalité qui est 3 fois plus importante à La Réunion, directement lié au diabète qu'en métropole. Ce qui est important dans le diabète, c'est de connaître un peu les facteurs de risque. On sait que la fréquence de l'obésité, du surpoids est beaucoup plus importante chez les patients qui sont diabétiques que chez les non-diabétiques. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les enquêtes. Or, on sait qu'à La Réunion, environ 10% des Réunionnais qui avaient été interrogés dans l'enquête Barodom en 2014 étaient en situation d'obésité, avec des différences, même si le chiffre est à peu près comparable à la métropole, on a quand même des différences et des spécificités. Les femmes sont plus touchées que les hommes et surtout les proportions d'obésité commencent plus tôt. Donc les femmes avant 45 ans sont plus touchées qu'en métropole. Par ailleurs, les données montrent aussi qu'une grande partie des Réunionnais sont assez éloignés des recommandations en termes de nutrition et d'activité physique. À titre d'exemple, seulement 10% des Réunionnais atteignent le fameux objectif des 5 fruits et légumes par jour. On constate aussi que la pratique d'activité physique est éloignée des recommandations et principalement toujours chez les femmes. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui sont importants et on sait que c'est des facteurs de risque sur lesquels on peut agir
pour prévenir et éviter la maladie. Donc il faut savoir qu'à La Réunion, l'observation régionale sur le diabète se renforce. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans le cadre d'un pôle d'observation sur le diabète. Et il y a plusieurs travaux qui sont en cours. Actuellement, il y a une étude sur le prédiabète menée par le CHU. Il y a une étude sur les parcours de soins réalisés par l'ARS, l'assurance maladie et l'ORS. Et une étude menée par Santé publique France sur la qualité de vie et les complications chez les diabétiques. Donc tout cela va contribuer, on espère, à améliorer les connaissances sur le diabète à La Réunion. Un reportage, un panorama dressé par l'Observatoire régional de la santé, le docteur Emmanuel Rachou. Deux invités pour commencer cette émission, et puis deux invités de choix pour parler de ce sujet. À ma droite, et puis j'ai la chance de les avoir sur le plateau et pas en visio, le professeur Estelle Nobécourt, diabétologue au CHU. Peut-être vous laissez dire deux mots sur ce que vous faites. Merci Cédric, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'inaugurer cette émission sur des thématiques qui nous sont chères, c'est-à-dire le diabète et surtout sa prévention. Donc pour rappel, moi je suis médecin diabétologue au CHU, mais je suis aussi professeur à l'Université de La Réunion, à l'UFR Santé, sur la nutrition et le diabète. Et effectivement, les actions de prévention, on essaye de les promouvoir auprès de nos patients, auprès de nos étudiants, et c'est vraiment très important aussi, puisque c'est le sujet de recherche qui m'intéresse. Merci beaucoup et merci beaucoup d'être avec nous. À ma gauche, le professeur Catherine Marie Moutou, sous le volet recherche, le CIC. Peut-être nous en dire plus. Alors oui, le centre d'investigation clinique du CHU de La Réunion est un centre de recherche INSERM qui a les thématiques de priorité de La Réunion, et les maladies métaboliques, les maladies infectieuses et des anomalies du développement et de la recherche sur les syndromes d'alcoolisation fœtale qui feront peut-être l'objet d'une autre émission. Et dans ce cadre-là, eh bien, on travaille avec le professeur Estelle Nobécourt sur la partie maladies métaboliques et en particulier sur le diabète. Notre rôle, c'est de comprendre les déterminants, de suivre des malades et des évolutions et d'essayer de mettre en place des actions de santé. Tout ça pour bien comprendre ce qui peut permettre de comprendre le déterminant d'évolution de maladie, déterminant sur lesquels on pourra avoir des actions de prévention. Donc tout est lié, je dirais, la recherche, la compréhension des phénomènes et la prévention qui pourra s'appuyer sur les observations de recherche. Voilà. Et dans le cadre du projet dont on parlera aujourd'hui, eh bien, on ciblera le prédiabète, parce que si on peut agir avant le diabète, on pourra faire reculer le diabète à La Réunion. Et on a bien vu que le diabète, c'est un vrai problème de santé publique. Oui. Comprendre donc pour mieux agir et prévenir, si je pouvais résumer très simplement. Alors nous allons avoir l'occasion de revenir sur tout ça et plus en détail sur certains points. Mais avant de vous laisser la parole plus longuement et rentrer plus finement dans les enjeux, prédiabète, etc. On va laisser la parole, on va vous laisser la parole. On est allé vous rencontrer dans la rue. Il est important de savoir finalement le prédiabète, qu'est-ce que vous en savez vous ? Quels facteurs de risque ? Qu'est-ce que vous en savez de ces facteurs de risque ? C'est notre sujet Street Science. Est-ce que vous savez ce que c'est le prédiabète ? Non, je ne sais pas. Pas du tout, j'ai jamais entendu parler du prédiabète. C'est quand on est à la limite du diabète. Le cholestérol, ça peut être trop de sucre, ça peut être trop de graisse qui peut transformer en diabète après. Une alimentation trop riche. Selon vous, le taux de glucose dans le sang, il est à combien quand on est prédiabétique ? Alors là, aucune idée. Il doit être vers autour de 1,2 comme ça. Ah là, je ne peux pas vous répondre. Vous pouvez pas me dire ? C'est 1,10. Selon vous, à combien, où est-ce qu'on est quand on est prédiabétique ? On est à 3. Moi, je dis 4. Disons, c'est à 0 déjà. Je pense qu'à 3 ou 4... C'est quoi le prédiabète pour vous ? Le prédiabète est le stade qui précède le diabète. Une personne prédiabétique a un taux de sucre dans le sang, ou glycémie, plus élevé que la normale.
Elle est à haut risque de devenir diabétique si elle ne modifie pas son alimentation et ou son activité physique. Le prédiabète est défini par une glycémie à jeun comprise entre 1,10 et 1,25 g par litre et ou une glycémie 2 heures après ingestion de 75 g de glucose ou HGPO comprise entre 1,40 et 1,99 g par litre. Est-ce que vous savez reconnaître les personnes à risque? Non, non, non. Selon vous, qui pourrait être à risque d'être prédiabétique? Gérard Depardieu. Ce serait pas au diabète que je le verrais à risque, lui. À quoi plutôt? Au cholestérol. Diabétique. À risque? À risque. Gérard de Palmas. Non, pas plus. Peu importe qui c'est, il est, pour les plus grands noms de la Réunion, ils ont les sujets aussi à être diabétiques parce que voilà, ils ont un excès de consommation de sucre. Et Jackson Richardson? Ah non, on peut pas. Je dis moins parce qu'il a beaucoup dépensé. Non. Non. Les gens qui restent toute la journée devant la télé, ils sont à risque? Ouais, très à risque. Pensez-vous être à risque? Vous êtes à risque si vous avez des diabétiques dans votre famille au 1er degré. Vous avez fait un diabète gestationnel. Vous faites de l'hypertension. Vous mangez peu de légumes. Vous faites peu d'activité physique. Vous êtes en surpoids ou obèse. Selon vous, là, si vous saviez que vous étiez pré-diabétique, qu'est-ce que vous feriez pour stopper tout ça? Bah déjà, je consulterai un médecin pour lui lui demander des conseils et tout. Ensuite, je pense que l'activité sportive, c'est même modestement, mais c'est un bon élément. À diminuer le taux de sucre et revoir l'alimentation totalement. Et puis, troisième, c'est voir le médecin et prendre des médicaments. D'après vous, comment cela se soigne? Le passage du prédiabète au diabète n'est pas automatique. Une modification de l'hygiène de vie avec une augmentation de l'activité physique quotidienne, une modification des habitudes alimentaires vers une alimentation plus équilibrée, augmenter la consommation en fruits et légumes, privilégier les céréales complètes, réduire les boissons sucrées et les aliments transformés. Cela peut suffire à retrouver une glycémie normale. Aucun médicament n'est nécessaire au stade du prédiabète. Voilà pour le Street Science. Alors, je vais tout de suite me retourner vers les invités. Première impression qu'on a en regardant ça, moi tout de suite ce que je me dis c'est, bon, les Réunionnais sont quand même un peu au courant de ce qu'il faut faire pour se protéger. Mais alors par contre, le prédiabète, je crois pas qu'on y soit, non ? Non, on n'y est pas. Et merci pour ce reportage. Je pense que c'est vraiment ce qu'on ressent en clinique, en tout cas. C'est vrai que quand on prend en charge des patients diabétiques, on a l'impression que du jour au lendemain, ils sont tombés dans la maladie. C'est-à-dire, on tombe, on devient, et il y a un avant, il y a un après le diabète. Or, on sait très bien que ce n'est pas comme ça. C'est très progressif, au contraire. Et que plus on prend en charge les choses tôt, plus on peut éviter l'évolution. Et c'est vrai qu'on voit avec ce reportage qu'on a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail de communication. Et c'est vraiment, j'espère, des émissions comme celle d'aujourd'hui qui vont permettre aussi de donner cette information et de pouvoir mobiliser du coup les Réunionnais, parce que c'est en les mobilisant sur le prédiabète qu'on va pouvoir faire reculer le diabète à La Réunion. Merci, c'est un peu l'enjeu de l'émission. On a dit tout à l'heure mieux comprendre pour mieux agir. Et ben pour les Réunionnais, c'est mieux savoir pour mieux réagir. Hein. Professeur Marie-Moutou, comment vous compléteriez ça? Alors, moi je dirais que on voit qu'il y a quand même la connaissance, et probablement parce que le diabète est une pathologie qui est bien connue à La Réunion et les gens le disent, ils ont des notions sur le diabète, ils ont bien la notion qu'il faut bouger. Et je trouve que ça c'est important. Il faudra que je bouge plus. Et puis, le réflexe aussi, il faut que je voie mon médecin. Et ça, c'est effectivement un très bon réflexe. Aller voir le médecin pour savoir si je suis vraiment prédiabétique, pour savoir si je suis diabétique, quand j'ai les facteurs de risque dont on a parlé. Et même simplement, si je me pose la question, aller regarder ce qu'il en est. C'est une problématique importante. On a dit que pour le diabète à La Réunion, c'est très important. C'est 2 fois plus de gens traités ici pour le diabète qu'en métropole. Mais le prédiabète, on ne sait pas en fait. On ne sait pas combien il y a de gens qui sont prédiabétiques à La Réunion. Et possiblement, on a une réserve de prédiabétiques bien plus importante encore.
Il y a une seule étude qui a été faite en France sur une grande cohorte nationale de sujets. Cette étude mesurait le sucre dans le sang et elle a constaté que pour un diabétique, il y avait 1,5 fois plus de prédiabétiques. Donc si on applique ça à La Réunion, ça veut dire qu'on a au moins 15% de gens qui sont possiblement prédiabétiques. Et pour l'instant, on connaît très peu de ces prédiabétiques parce qu'ils ne sont pas assez dépistés, suivis, connus. Et le but de l'étude qu'on veut monter, c'est ça, c'est aller à la rencontre de ces prédiabétiques, recueillir l'information, mieux savoir qui ils sont, quelles sont leurs caractéristiques et quelles sont leurs évolutions. Parce que c'est avec ça qu'on pourra avancer en termes de recherche et qu'on pourra aider à la prévention et à éviter que ces gens qui sont prédiabétiques et qui donc commencent à monter vers le diabète, on puisse les faire redescendre pour qu'ils n'y arrivent pas au diabète et qu'on fasse reculer le diabète à La Réunion. Merci. Donc, si je comprends bien, effectivement, prédiabétique, le retour en arrière est possible. C'est pour ça, en fait, que c'est un sujet. Hein. Alors, on a l'impression que cette notion est un peu nouvelle, parce que quand on remonte quelques années en arrière, je crois que le terme prédiabète, on ne l'évoquait pas beaucoup, en fait. Beaucoup n'en ont probablement jamais entendu parler. C'est une notion nouvelle, professeur Nobeko? Estelle, si je puis dire. Oui, alors, ce n'est pas une notion nouvelle. Mais par contre, c'est une notion qui est floue. C'est-à-dire qu'il existe dans le monde plusieurs définitions du prédiabète, et c'est certainement le problème. L'OMS a une définition, l'HAS reprend la définition de l'OMS. On peut diagnostiquer le prédiabète soit sur la glycémie à jeun, soit sur la glycémie après prise de 75 grammes de glucose. Les Américains utilisent l'hémoglobine glyquée. Les Américains n'utilisent pas les mêmes normes pour diagnostiquer le prédiabète que l'OMS ou l'HAS. Donc c'est vrai que tout ça floute l'esprit des médecins et du coup rend le prédiabète, c'est un peu nébuleux. Et donc vraiment notre objectif, et c'est dans les recommandations de l'HAS, c'est le diagnostic de prédiabète en France est posé sur une glycémie à jeun qui est entre 1,10 et 1,25 ou une glycémie 2 heures après prise de 75 grammes de sucre au laboratoire entre 1,40 et 1,99, comme ça a été très bien rapporté dans le reportage. Donc si on regarde les schémas, finalement, pourquoi c'est aussi important et pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'il y a dans le monde, sur les dernières années, des grandes études qui ont été publiées sur la prise en charge des prédiabétiques. Avant, on n'avait pas trop ces informations, donc on ne savait pas trop quoi en faire. Et donc ces études, elles ont montré que quand on prenait en charge des prédiabétiques avec des mesures simples, comme une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, et bien, quand on regardait les prédiabétiques qui étaient bien suivis, qui suivaient ces mesures, et des prédiabétiques qui n'étaient pas suivis et qui ne suivaient pas ces mesures, et bien, on avait 2 fois moins de diabétiques après 3 ans dans le groupe qui avait suivi les mesures, et quand on les suivait à 15 ans, on avait encore un effet très bénéfique et beaucoup moins de sujets qui développaient un diabète dans le groupe qui avait été suivi et qui avait suivi ces mesures hygiéno-diététiques par rapport à ne rien faire. Donc c'est simple finalement. Et là, ça s'est fait en Inde, ça s'est fait en Chine, ça s'est fait aux États-Unis, en Finlande. Donc on ne peut pas dire que ça ne marche pas. On sait que ça marche. Et vraiment, en tant que médecin, on ne peut pas du coup ne pas prendre en charge des sujets pour lesquels on sait qu'on a des choses qui marchent. Surtout à La Réunion où le diabète est un véritable enjeu de santé publique. Donc voilà, là, il faut... En tout cas, on peut poser le diagnostic de prédiabète, c'est dans les recommandations de la HAS. Je pense que, par contre, c'est vrai que nos collègues, on a tous la tête dans le guidon avec le diabète, les pathologies, etc. Et parfois, il faut peut-être ressortir un peu la tête du guidon et arriver et intervenir en avant. Comme disait une collègue médecin, la prévention, finalement, c'est le rôle aussi du médecin traitant, parce que quand la santé va, tout va. Et il faut la conserver, cette santé. Et je pense que le but de l'étude, aussi pour mieux connaître le prédiabète à La Réunion, elle a aussi comme enjeu d'informer la population et aussi nos collègues médecins sur l'importance de la prévention. Ça va apporter des données et ça pourra permettre à nos collègues de dire, à La Réunion, voilà comment il faut diagnostiquer le prédiabète, sur quels critères. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu majeur et des données qui sont attendues.
Avant que vous puissiez rebondir, juste une petite précision, vous avez évoqué 2 fois ce terme, je pense que c'est important de le dire. Vous avez évoqué l'HAS. C'est quoi l'HAS? La Haute Autorité de Santé. Alors pourquoi c'est important ce qu'ils disent? Alors, parce que la Haute Autorité de Santé émet les recommandations qui doivent être suivies en France. C'est les seules recommandations finalement qui sont opposables. Après, il y a les prises de position des sociétés savantes européennes, américaines, françaises même, puisqu'on a une société francophone du diabète qui a émis une prise de position sur la prise en charge du diabète et du prédiabète. Mais c'est vrai que les recommandations que doivent suivre les médecins, c'est celles de la Haute Autorité de Santé. Et en tout cas, c'est dans ces recommandations de la Haute Autorité de Santé. Merci. Professeur Marimoutou, vous vouliez réagir? Juste pour compléter sur le but de l'étude qui est d'informer les médecins sur la meilleure façon de dépister finalement les patients prédiabétiques. Si la question se pose, c'est justement parce qu'on le disait, la définition quand on lit la littérature est un peu floue, donc peut-être rappeler la définition de l'HAS, comme on le disait, c'est celle qu'on doit appliquer en France puisque c'est celle qui est recommandée, mais aussi aller compléter l'information sur qui on va dépister. Donc on a vu qu'il y a des facteurs de risque qui sont connus, mais ce qu'on connaît moins bien peut-être, c'est que peut-être ces facteurs de risque sont un petit peu différents chez les patients réunionnais que le score de risque classique qui a été établi, par exemple, sur le diabète ou le prédiabète. Le score de risque classique appliqué, il s'appelle FINRISC, et il a été développé chez des Finlandais. Eh bien, la population finlandaise n'a pas les caractéristiques de la population réunionnaise. Donc, l'objectif de la recherche, c'est aussi de voir si on aurait, en connaissant mieux la population des prédiabétiques, on ne pourrait pas établir et avoir des pistes pour faire un run risque, un risque adapté à la population réunionnaise qui nous permettrait de mieux cibler et de mieux aller dépister ces prédiabétiques à qui on offrira des actions derrière. Voilà. Donc l'intérêt de mieux cibler les spécificités de la population par rapport à cette pathologie. Voilà. Effectivement, on dispose d'outils qui viennent d'autres pays, d'autres populations. Les bases de données sont faites là-dessus. Et ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, il y a matière dans ces spécificités à mieux affiner pour être plus précis et mieux lutter. C'est ça. Très. Alors, on a évoqué le prédiabète, peut-être. C'est un terme qu'on a utilisé plusieurs fois depuis tout à l'heure, mais en fait, je pense que ça peut être important aussi de reposer finalement de quoi on parle quand on parle de prédiabète. Qu'est-ce qui se passe là, Estelle Nobeko, est-ce que vous pouvez nous aider, alors moi en premier lieu, puis les téléspectateurs, à mieux comprendre là, le prédiabète, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? On peut donc revenir en arrière, alors qu'on avait quand même intégré que le diabète, on ne revenait pas en arrière, mais le prédiabète, oui. Éclairez-nous. Alors, merci Cédric. Donc ça tombe bien. Pour essayer de vous éclairer, on a fait 2 petits schémas. Un premier schéma, justement, où on voit bien que le passage de la glycémie normale au diabète, c'est un passage progressif. Comme vous pouvez le voir donc sur ce schéma, quand on est au feu vert, la glycémie est normale, tout va bien. Puis progressivement, la glycémie monte. Et c'est vrai que quand on interroge les patients diabétiques, ils nous disent des fois, mais oui, moi j'ai fait un diabète gestationnel, ma glycémie est montée, puis on a surveillé après, c'est revenu, c'était pas tout à fait normal, mais comme c'était pas le diabète, bon ben voilà, on a continué à suivre. Et puis si on laisse la maladie se développer, et ben 70% de ces patients qui sont au feu orange, et ben ils vont passer au feu rouge. Et donc c'est-à-dire que la glycémie qui était dans les normes en dessous d'1,10, la glycémie à jeun, passe progressivement entre 1,10 et 1,25, c'est le prédiabète. Et quand elle dépasse 1,26 à 2 reprises, on diagnostique le diabète. On peut aussi faire le diagnostic sur l'hyperglycémie provoquée par voie orale, donc la prise de 75 grammes de glucose au laboratoire. Les mamans qui ont eu ce dépistage savent ce que c'est. Après, c'est un test qui se fait très bien. Et donc, on diagnostique le prédiabète quand la glycémie 2 heures après la prise de 75 grammes de glucose, comme on le voit sur ce schéma, est entre 1,40 et 1,99. Et dès que la glycémie est supérieure à 2 grammes, par contre, une fois, on diagnostique le diabète. Et donc, pourquoi c'est intéressant? Si on regarde le deuxième schéma, la deuxième diapositive qu'on a préparée, en fin de compte,
pendant tous ces stades, là, donc comme on voit au niveau de la flèche, le feu vert, le feu orange, le feu rouge, et bien finalement, notre pancréas qui sécrète l'insuline qui est bien connue des Réunionnais, qui est cette fameuse hormone qui équilibre la glycémie, et bien on voit bien que pendant la phase de glycémie normale, le pancréas, il a la capacité de s'adapter. Et si on lui demande trop de travail, parce qu'on fait peu d'activité physique, parce qu'il y a la génétique qui agit aussi, parce qu'il y a l'environnement, toutes les pathologies métaboliques, c'est ce qu'on dit, c'est la nature qui charge le fusil, c'est l'environnement qui tire. Ça veut dire que vraiment, il y a la susceptibilité génétique qu'il ne faut pas négliger. C'est vrai qu'on se demande toujours, mais pourquoi moi, je suis diabétique et pas mon frère qui mange la même chose que moi, ou mon cousin, alors qu'on fait exactement la même activité physique, on n'hérite pas de la même chose. Et c'est vrai qu'il y a une susceptibilité. Mais par contre, si on a cette susceptibilité et qu'on ne fait pas du tout attention, eh ben on voit au départ, le pancréas, il essaye de s'adapter, mais après, sa capacité est limitée. Et en fin de compte, le prédiabète, c'est quand le pancréas il commence à montrer des signes de fatigue, comme on le voit au milieu, le burn-out. Et le problème, le burn-out, vous savez, si on soulage et qu'on met la personne au repos, c'est comme dans le travail, finalement, du coup, on peut se reposer, on peut revenir en arrière et on peut recommencer à reprendre une activité tout à fait dans les normes, avec une adaptation. Et l'adaptation, dans le cas du prédiabète, c'est faire attention à son alimentation, baisser la pression qu'on met sur le pancréas. Et pour baisser la pression qu'on met sur le pancréas, c'est vraiment l'alimentation et l'activité physique. Et quand on est en surpoids ou en obésité, la perte de quelques kilos, ça peut suffire. Si on ne fait rien, quand on le voit sur ce schéma, le pancréas continue à se fatiguer et il arrive un moment où on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. Donc du coup, c'est vraiment très important. Le stade de prédiabète, c'est une chance d'être diagnostiqué au niveau du prédiabète. C'est une chance pour les personnes chez qui on fait ce diagnostic, parce qu'on peut tout faire à ce stade-là. On peut vraiment revenir en arrière, revenir dans la normoglycémie, remettre le pancréas dans des bonnes conditions. Il a encore du jus, il a encore de la ressource. Et vraiment, c'est pour ça qu'on met autant d'énergie et qu'on s'occupe autant. Mais Cédric, toi aussi, tu es convaincu, parce que la prévention, c'est ton dada et tu fais ça au quotidien, et tu sais à quel point justement prévenir une pathologie, notamment une pathologie qui a autant d'impact à La Réunion, c'est vraiment important. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, c'est effectivement beaucoup plus clair. La prévention, effectivement, c'est le grand sujet. Si je peux rebondir, finalement, ce que j'entends, un diabétique, quand il est suivi, je pense que la première mesure et la première adaptation qu'il peut mettre en place, c'est sa façon de manger, sa façon de bouger, sa façon de vivre, en fait, son mode de vie. J'entends là qu'effectivement, la mesure est la même quand on est prédiabétique. C'est exactement la même chose. Et puis, quand on regarde en termes de prévention, c'est-à-dire même quand on n'est pas diabétique, en fait, la mesure est également la même pour le prévenir. Donc finalement, le grand enjeu du diabète, c'est que les Réunionnais mangent un peu mieux, plus équilibrés et bougent plus. Je crois que l'enjeu, c'est celui-là. Alors, j'ai envie de vous poser une question, ça dépasse en fait des choix individuels. Qui est concerné par tout ça en fait? Parce que c'est un changement, la façon de manger, la façon de bouger, c'est un changement presque de société. Finalement, la prévention du diabète, ça doit entraîner beaucoup de monde. Alors bien sûr, ça comporte tout le monde. C'est finalement la prévention du diabète, c'est la prévention de toutes ces maladies chroniques dont on vous parle, de toutes ces maladies métaboliques, mais même les maladies comme le cancer. On sait bien que toutes ces maladies, finalement, leur risque augmente avec notamment la sédentarité. La sédentarité qu'on a acquis en quelque sorte au cours de notre évolution, avec le fait qu'on a moins besoin de se déplacer, on a fait moins d'activité physique au quotidien parce qu'on est accompagné dans notre vie, donc ça nous simplifie la vie de faire beaucoup de choses sont faites automatiquement, et puis on travaille de plus en plus assis, et malheureusement même quand on ne travaille pas, au lieu de marcher, bouger, on a tendance à s'asseoir devant sa télé ou devant son écran et du coup, on est trop assis. Et notre histoire naturelle, je dirais, c'est que quand on est assis tout le temps, notre corps, lui, il stocke. Il stocke parce qu'on ne dépense pas. On ne dépense pas, mais on rentre quand même des calories, on mange, on voit, etc. Et donc, on stocke. On stocke. Et en fait, c'est au sein de ce stock que se développe
ces pathologies chroniques. Et c'est pour essayer de déstocker, de diminuer le sucre, que le pancréas fatigue. Voilà, donc toutes ces maladies, finalement, elles sont liées à ça. Et tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné parce que tout le monde est passé vers une activité beaucoup plus assise, beaucoup plus sédentaire. Et puis, c'est vrai que pour manger plus facilement, pour faire, on mange vite, on mange du tout prêt, on mange, voilà, on fait un peu fast-food ou on est tenté parce que maintenant, c'est diversifié les offres, on a pléthore de possibilités de s'acheter des petites choses à manger, etc. Donc, non seulement on mange, mais en plus, on grignote entre les repas, on prend des choses sucrées. Voilà. Et finalement, ce n'est pas très bon tout ça. Et la recommandation de base dont on parle pour le prédiabète, dont on parle pour le diabète, c'est changer vos habitudes alimentaires, manger mieux, bouger plus. Finalement, c'est le programme national de santé. Voilà, hein, le programme national, manger mieux, bouger plus. Et ça, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Et si tout le monde l'applique, ça fera reculer d'autant mieux les maladies pour les gens qui sont plus susceptibles, en fait. De quoi on parle quand on parle prédiabète, diabète? On parle d'une susceptibilité. Il y a la susceptibilité génétique, mais il y a plein d'autres choses qui font qu'on va être plus susceptible à développer ces pathologies. Même à travail égal, à activité égale. Et donc, si au moins on applique ça, on fera reculer les pathologies chroniques. Et c'est l'enjeu de ces programmes. Voilà. Après, l'étude, elle essaie de cibler plus précisément d'autres éléments. Il n'y a pas que manger, bouger, mais ça, si tout le monde l'adopte, on sait qu'on fera reculer les choses, et en particulier le diabète. Donc, manger mieux, plus équilibré, bouger plus. On aura l'occasion très certainement de revenir là-dessus avec une approche peut-être plus concrète du bouger, du manger dans cette émission et très probablement dans d'autres productions de cette Web TV. Intéressons-nous maintenant aux patients, point de vue du patient, qui vivent eux au quotidien avec cette maladie, avec notre troisième reportage. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 34 ans pour un diabète gestationnel en fait. Au début, c'est sûr que quand on apprend qu'on est diabétique, ça peut faire peur parce qu'on se dit, voilà, on va être très malade. Et au final, quand on est par la suite en relation avec des professionnels, on se rend compte qu'effectivement, on peut bien vivre avec son diabète en faisant très attention à ce qu'on mange. On a des idées fausses, en fait, en ce qui concerne... Voilà. Parce que les gens, quand on parle de diabète, tout de suite, ils vont parler de la malbouffe. Alors que c'est faux. Il n'y a pas que la malbouffe, il y a l'hérédité, déjà. Et puis, il y a des personnes qui naissent déjà et qui ont déjà le diabète en étant jeunes. Les gens font bien des régimes draconiens, au final, pour maigrir. Alors que nous, oui, il faut perdre du poids. Il faut éviter d'être en surpoids. Mais on a le droit de tout manger. Tout, sans exception. On n'est pas privé. Si on nous dit il faut manger 4 cuillerées de riz, pour le créole, c'est dur. Mais il peut manger une cuillerée de gras. Donc c'est très équilibré. Riz, légumes, viande. Et après, nous avons le dessert, mais la plupart du temps, c'est un fruit. Bon, de temps en temps, on peut se faire un plaisir, une fois de temps en temps, un gâteau, on n'est pas obligé de prendre un gros morceau, on mange un petit bout pour se faire plaisir, mais on n'est pas privé. Que les gens sachent que le diabète, c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on est privé. Et en ce qui concerne les boissons, oui, vive l'eau. Donc le diabète, si c'est en plus qu'on a ce qu'il faut, on a quand même des outils, on a des supports comme à la maison du diabète. L'hôpital aussi fait des éducations thérapeutiques, c'est super et j'estime que je vis bien avec mon diabète. Mais souvent les gens, quand on dit qu'on est diabétique, ils ont pitié de nous. Oh ma pauvre, voilà, pas de chance, oui mais il y a pire. Il y a pire, on peut bien vivre avec son diabète. Estelle Lemeko, vous vouliez réagir? Oui, je trouve que ce reportage, il est très touchant et il valorise vraiment le travail des soignants. Il valorise aussi ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse s'approprier, pour bien soigner,
le meilleur médecin, c'est lui-même. Donc il faut qu'il connaisse bien sa pathologie. On voit bien, Madame connaît bien le diabète, elle a bénéficié d'éducation thérapeutique du patient, elle en est très contente. Et du coup, cette connaissance l'aide à pouvoir faire des choix. Donc tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de ces mesures hygiéno-diététiques. C'est vrai qu'il est nécessaire d'avoir cette éducation justement pour pouvoir bien faire les choix. Les gens sont perdus en fin de compte. Il y a une abondance, c'est vrai, vive l'eau, mais vous allez faire vos courses au magasin. L'eau, il faut aller trouver, c'est au robinet ou alors c'est vraiment bien caché au fond du magasin. Par contre, vous avez un rayon de boissons de toutes sortes qui sont effectivement pas forcément favorables. Donc le choix est difficile, mais l'environnement est aussi important. Il y a quand même beaucoup d'études de prévention qui montrent que pour être efficace aussi, ces programmes de prévention, il faut aider les gens. Et aider les gens, c'est changer leur environnement, favoriser l'activité physique au niveau des écoles, des mairies, de l'environnement. Il faut que ce soit facile de faire l'activité, non seulement en groupe, en association, mais favoriser les structures. Quand on ne peut pas marcher sur le trottoir parce que du coup, il n'y en a pas, et ben, du coup, c'est difficile de marcher. Donc, la prévention, c'est une action de tous. Ce n'est pas que l'action du monde médical, ce n'est pas que l'action des patients qui doivent vivre au quotidien avec ça et qui font déjà énormément d'efforts. C'est aussi une action gouvernementale, des institutions. Il faut favoriser pour ces patients les choix. Par exemple, le Nutri-Score, c'est une étape. C'est-à-dire que quand on voit sur ce qu'on va acheter que le Nutri-Score, c'est A, B, C, D, E, et c'est du vert au rouge, que les produits les moins favorables, finalement, plus salés, plus sucrés, plus gras, ils vont se retrouver en D, E, ça peut aider le choix. Mais ce n'est pas tout encore. Favoriser les lieux d'activité physique, et je pense que c'est les mairies de plus en plus. Il y a vraiment toute une... à La Réunion, c'est en train de se mettre en place. On voit que les différentes institutions parlent ensemble justement pour pouvoir favoriser les choix des Réunionnais. Parce que l'éducation thérapeutique, c'est fondamental et c'est vraiment très important que même les prédiabétiques, et donc on va le voir par la suite, puissent en bénéficier. Par contre, il faut aussi qu'on ne mette pas tout sur les épaules des patients et des soignants. Il faut aussi que l'environnement bouge et pour ça, il faut aussi que les institutions jouent leur rôle. Professeur Marinoto. Oui, alors bien sûr, on ne peut qu'être d'accord avec ce que dit Estelle. La santé de tous, elle dépend de notre société, de notre organisation de société, et notre organisation de société doit favoriser les choses. Donc il y a des progrès. Je voulais dire que on a beaucoup parlé du manger mieux, bouger plus, etc., qui est valable pour tous, mais quelquefois, ça reste quand même un peu abstrait. Manger mieux, bouger plus, il y a tellement effectivement d'indications, etc. Les gens se disent, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Alors on a vu que pour les patients diabétiques, il y a des accompagnements, et la question c'est pour les prédiabétiques. Et bien, pour les prédiabétiques, La Réunion est un département pilote d'une action qui est mise en place par la Sécurité sociale et qui s'appelle « Dites non au diabète ». Et cette action, c'est justement de faire de la formation directement, des programmes de formation pour les prédiabétiques, donc qui ciblent les patients prédiabétiques que leurs médecins ont repérés, et on va leur apprendre pendant une dizaine de séances sur une année comment cuisiner mieux, comment manger mieux, et puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour bouger plus. Bouger plus, c'est pas forcément faire du sport à outrance, c'est simplement changer ses habitudes de vie au quotidien pour augmenter l'activité physique. Ça se fait par palier, ça va doucement, et concrètement donner les idées de comment on peut bouger plus. Et donner les idées aussi de comment on change son alimentation, sans forcément se restreindre. Cette dame diabétique, elle le disait bien, je suis diabétique, mais ça ne veut pas dire je me prive de tout. Et quand on dit manger mieux, ça ne veut pas dire on vous prive de tout. Mais c'est un rééquilibrage, en fait. Voilà. Donc si je résume là en 2 mots, pour les prédiabétiques, un accompagnement un peu individualisé est possible, ça s'appelle « Dites non au diabète », c'est ça l'assurance maladie le propose, c'est un projet pilote. Et tout ce qu'on a dit, ces aspects de prévention, vivre un peu autrement, ça ne peut pas se faire sans une évolution un peu plus globale. Et donc l'idée de chacun est concerné, c'est une idée très concrète en fait. C'est que chaque mairie est concernée pour rendre l'activité physique plus facile. Les restaurateurs, l'agroalimentaire sont concernés pour essayer de faire en sorte qu'il soit plus facile de manger mieux. Voilà.
Je crois que la notion de... Il était intéressant aussi de souligner et de préciser ce que ça veut dire tous concernés, parce que c'est souvent une belle phrase qu'on ressort à plein d'occasions, mais là, elle a un sens relativement fort. Merci beaucoup. Nous ont rejoint en visio, bon, ils sont là depuis tout à l'heure, ils ne nous ont pas vraiment rejoints, ils sont bien là, la Maison du Diabète, Aurélie et Julie. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors bonjour, moi c'est Aurélie, donc je suis diététicienne à la Maison du Diabète depuis environ 3 ans maintenant. Merci. Julie? Donc moi c'est Pérodin Julie, je suis infirmière ici, à la Maison du Diabète depuis un petit peu plus de 3 ans je crois. Merci d'être avec nous à distance. Le docteur Jean-Marc Franco, médecin généraliste, nous a également rejoint en visio. Peut-être me dire 2 mots, docteur Franco? Oui, je suis médecin généraliste à Saint-Philippe depuis bientôt 26 ans et je suis aussi professeur des universités de médecine générale et je participe à l'étude Prédiabrun dont a parlé le professeur Nobecourt et le professeur Marie Moutou. Étude que dans la deuxième séquence de cette émission, nous reprendrons plus en détail. Revenons un peu sur ressenti, difficulté des patients et de leurs familles. J'ai pour habitude de toujours joindre les deux, parce que cette pathologie, elle est individuelle, mais on ne la vit pas forcément tout seul. Je m'adresse à la Maison du Diabète. Je vous laisse le choix de qui va répondre à cette question. Vous en voyez beaucoup des patients diabétiques. Quels sont les principaux ressentis et les principales difficultés que les patients et leurs familles rencontrent pour vivre avec cette pathologie ? Bon, je vais commencer du coup. Nous, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup par rapport à nos patients, c'est vraiment c'est une maladie silencieuse. Donc, ils sont surpris d'avoir cette maladie, un peu comme disait le professeur tout à l'heure, ça arrive tout d'un coup. Et donc, souvent, ça arrive au moment des complications. On a aussi cette incompréhension, cette peur de privation, cette frustration qui rentrent beaucoup en compte et donc ils sont aussi remplis de plein de stéréotypes différents qu'il faut briser justement au cours de ces ateliers d'éducation thérapeutique. Ils se sentent souvent aussi isolés, pas forcément compris et écoutés, que ce soit par un médecin, que ce soit par une diète, par n'importe quel professionnel de santé. Et ils sont à la recherche vraiment de cette écoute, de cette main qu'on tend pour dire qu'est-ce que je dois faire vraiment, réellement au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois mettre en place pour améliorer ma santé. Un complément par votre collègue? Souvent, on trouve aussi des patients qui sont dans un stress parce qu'ils ne comprennent pas en fait pourquoi justement ils ont cette maladie. Souvent, ils sont dans le déni. Donc notre but aussi, c'est de les ramener justement un petit peu à la réalité pour qu'ils puissent un petit peu mieux comprendre et appréhender cette maladie qui n'est pas du tout facile et qui justement est très sournoise et silencieuse. Alors on va revenir sur le ressenti des familles, mais j'ai envie de prolonger ma question au docteur Franco. Vous aussi, vous envoyez des patients. Vous les rejoignez, nos amis de la Maison du Diabète, sur ces difficultés ressenties ? Oui, parfaitement. En fait, il y a un moment de stupeur. Ils sont choqués par cette annonce. C'est vraiment une annonce pour eux, une très mauvaise nouvelle. Et il est parfois difficile de leur faire accepter cette maladie. Et comme ça a été souligné, parfois, ils sont dans le déni. Donc, on a des difficultés de prise en charge et on constate que certains patients consultent très tardivement. Ils savent qu'ils sont diabétiques et ils viennent nous consulter au stade de complications avec une insuffisance rénale, des problèmes de plaies qui ne cicatrisent pas, avec des problèmes visuels, ce qu'on appelle les rétinopathies. Et on était triste parce qu'on aurait pu anticiper, on aurait pu mieux prendre en charge ces patients,
Mais effectivement, ça nécessite la mise en œuvre d'actions, je dirais, qui vont au-delà des professionnels de santé, actions au niveau des familles, au niveau des communes, des actions avec des dispositifs qui permettent à ces patients de pouvoir sortir de leur isolement, sortir de leur représentation, parce qu'ils ont des représentations très négatives de la maladie. Ils pensent que voilà, il va falloir passer sur la table d'opération, où ils vont perdre la vue. Et finalement, ces représentations font qu'ils vont ne pas faire cette démarche d'être accompagnés, d'être pris en charge. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel nous, professionnels de santé de terrain, de premier recours, on est très sensibles et on essaie justement de mettre en place des actions d'éducation en lien avec d'autres professionnels de santé, en lien avec la Maison du Diabète, avec des associations qui mettent en œuvre des ateliers, en lien aussi avec le CHU. Merci. Alors, on a évoqué ces ressentis négatifs, on parle de difficultés, hein, on parle d'obstacles, mais vous devez aussi régulièrement rencontrer des patients, des familles qui réussissent à déployer de belles forces, en fait, à l'image un peu de cette personne qu'on avait dans le reportage, hein, qui quelque part, avait une vision assez positive de tout ça. On peut bien vivre avec sa maladie, je peux me faire plaisir. Vous êtes témoin aussi de ces forces que les gens et leur entourage peuvent déployer? Oui, bien sûr. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, quand les patients ont un accompagnement, ils réalisent en fait qu'ils ont des ressources en eux. Et du moment qu'ils commencent à les utiliser, ils apprennent à bien manger, à bien s'alimenter. Ils intègrent aussi leur famille au niveau alimentation et au niveau activité physique. Donc du coup, ils reprennent un petit peu confiance en eux. Et du coup, là, ils vont voir réellement les résultats au niveau de la prise de sang, donc au niveau de l'hémoglobine glyquée. On va voir un réel impact du moment que la personne elle va commencer à comprendre que du moment qu'elle a une activité physique, qu'elle gère bien son alimentation et que sa famille, il y a vraiment un gros soutien au niveau familial, qui sont soutenus aussi au niveau des professionnels de santé. Je pense qu'ils retrouvent un petit peu confiance en eux, en fait. Je prolongeais ma question au docteur Franco sur des aspects plus positifs des ressources des patients. Ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire de permettre aux patients, aux personnes de retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, retrouver les ressources, leur dire effectivement qu'ils ont les ressources. Et effectivement, lorsqu'ils mettent en place une action, eh bien qu'on leur montre une amélioration. Quand ils regardent les chiffres, quand ils s'auto-surveillent, quand on leur donne les moyens de s'auto-surveiller, c'est là qu'ils réalisent, oui, tiens, le fait de manger plus équilibré, ça a amélioré les chiffres. Et donc, ils ont le pouvoir, ils ont les moyens eux-mêmes de gérer leur propre santé. Et c'est ça le challenge. Ça n'est pas facile, il faut dire ce qui est. Mais la Maison du Diabète, les professionnels, mes collègues de la Maison du Diabète et mes collègues aussi libéraux, infirmières, pharmaciens, qui sont au contact des patients, des personnes réunionnaises, ont une action à jouer aussi pour les conforter dans les actions qu'ils mènent, les soutenir. Et effectivement, lorsque la famille est embarquée, lorsque effectivement ils améliorent les repas, et lorsque les repas sont plus équilibrés au sein de la famille, les choses changent. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir échanger aussi avec les familles. En fait, j'allais vous poser la question, docteur Franco, mais finalement, vous venez pas de résumer la prise en charge d'un patient diabétique? Vous parlez de modèle type de prise en charge, c'est ça? Non, mais effectivement, je trouvais que dans vos propos, ça résumait bien en fait l'accompagnement aux côtés du patient, axé en fait sur l'identification de ses propres ressources pour avancer. C'est ça. Alors la place du médecin généraliste, c'est ça, hein, c'est d'être un acteur de santé publique, de pouvoir accompagner le patient qu'il connaît. Il le connaît au sein de sa famille. Il a la connaissance de son environnement, de ses problématiques de travail. Et donc l'objectif, c'est de s'adapter
d'adapter, je dirais, son environnement, ses habitudes et de pouvoir trouver des solutions avec lui. C'est lui qui va choisir les actions à mettre en œuvre. Nous, on va lui proposer un certain nombre d'actions qu'il pourra mettre en œuvre en fonction de son travail, en fonction de ses possibilités. C'est très concret, de comment il s'alimente, dans quelles circonstances il s'alimente. Et donc, du coup, on va pouvoir, avec lui, définir un plan d'action pour que, justement, il puisse mettre en œuvre, alors avec des supports, des dispositifs qui existent, mettre en place des actions. Tout ça, ça nécessite un lien fort, une confiance. Effectivement, je pense que le médecin généraliste est un interlocuteur privilégié des personnes qui ont un diabète et qui souhaitent être pris en charge et être aidés et guidés, en fait. Merci beaucoup. Alors, pour finir sur cette séquence des patients, alors on a parlé des patients diabétiques, mais tout ça s'applique aussi en fait sur les patients prédiabétiques. Je crois que l'accompagnement, pour ne pas dire ce terme un peu technique de prise en charge, l'accompagnement est le même. Il s'agit effectivement de s'appuyer sur les ressources des patients, leur donner les informations, les outils nécessaires et de les accompagner dans cette dimension-là. Avant de terminer, nos invités à distance, la Maison du Diabète, Dr Franco, si on devait donner aujourd'hui, si vous devriez donner une ou deux recommandations à des personnes repérées prédiabétiques et leur famille, allez, au moins une recommandation, vous diriez quoi? Oui, alors, je crois que la première chose, je pense qu'il faut faire, c'est les rassurer. Les rassurer parce qu'il y a des solutions, il y a une prise en charge qui doit être menée, des actions qui doivent être menées, que nous ne sommes pas dans l'urgence et qu'il y a tout un panel de dispositifs qui vont lui permettre justement de ne pas rentrer dans la maladie diabétique. Et je dirais, oui, en quelque sorte, c'est le rassurer et lui proposer un certain nombre d'actions qui vont être menées avec, je dirais, un support en fonction de ses besoins, de ses possibilités, de son environnement. Ne pas paniquer, donc. Aurélie, Maison du Diabète. Oui, parce qu'on risque de perdre la personne et elle risque d'avoir peur et voilà, c'est effectivement d'éviter qu'elle soit perdue de vue et donc que la maladie évolue sans qu'on ait pu mener ces actions de prévention. Merci, Dr Franco. Aurélie, Maison du Diabète, comment vous compléteriez cette intervention? Quelles recommandations? Je dirais qu'il faut que le patient puisse dédramatiser. Donc, on est là pour l'aider à dédramatiser. Mais aussi, on l'accompagne dans un processus d'autonomie dans son parcours pour qu'il soit acteur lui-même. Parce que même si on va l'aider, le but, c'est que lui-même se prenne en charge sur le long terme. Mais aussi de le sortir de son isolement, comme disait le professeur, pour pas qu'on le perde justement. On lui montre qu'on est là pour l'aider, mais qu'il a tout en lui, comme on disait tout à l'heure, qu'il est capable. C'est surtout le rassurer sur ses capacités à faire et à être dans toutes les étapes de sa maladie. Merci beaucoup. Alors, si on reprend un petit peu, je crois que le reportage a commencé par nous dire on peut vivre bien avec son diabète, sans dire que le diabète c'est rien, mais en tout cas, c'est pas la fin du monde. On peut vivre bien avec son diabète. Il existe des dispositifs pour nous accompagner. Quand on est prédiabétique, en reprenant dites non au diabète, il y a un enjeu de société. Et puis, l'entrée dans à partir du moment où on a fait cette entrée dans la maladie, les professionnels sont là pour nous accompagner et nous aider à mobiliser nos propres ressources, parce que finalement, c'est dans nos ressources qu'on trouve le nécessaire pour avancer. Vous vouliez compléter? Oui, je rajouterais juste une chose. On peut certes rassurer, mais il faut surtout ne pas perdre de vue le patient et surtout poser le diagnostic.
C'est-à-dire on peut rassurer après, mais après il faut poser le diagnostic. Vous êtes prédiabétique et on peut le rassurer en lui disant mais vous avez de la chance. C'est une chance de vous diagnostiquer à ce stade-là. Parce qu'à ce stade-là, on peut tout faire et on a des solutions justement pour vous accompagner. Vraiment, comme disait Aurélie de la Maison du Diabète, c'est très important qu'ils ne se sentent pas isolés, qu'ils ne soient pas perdus de vue. Parce qu'un patient perdu de vue, c'est un patient retrouvé 10 ans plus tard avec le diabète ou pire, avec le diabète compliqué. Merci beaucoup, c'est noté. Professeur Marimoto. Juste pour compléter ça, c'est pour dire que pour les accompagner, les rassurer, etc., comme disait Estelle, il ne faut pas les perdre de vue, mais surtout il faut les diagnostiquer, quoi. Donc la première chose à faire, c'est la question du dépistage. C'est aussi vrai pour le diabète que pour le prédiabète. Il faut tester les gens, repérer qu'ils sont à risque et les tester et savoir s'ils sont prédiabétiques ou même diabétiques. Parce que c'est vrai, on a parlé de maladies silencieuses, c'est vrai. Estelle a bien montré ce sucre qui monte dans le sang, mais en fait, on le voit qui monte dans le sang si on le mesure dans le sang, mais sinon, il n'y a aucun signe, il n'y a rien. Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Il n'y a rien, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, le diabète. Le prédiabète, encore moins. Et souvent, si on ne repère pas et si on ne suit pas, si on ne va pas tester, eh bien, l'entrée dans le diabète, comme ça a été dit, c'est une complication. C'est-à-dire la personne s'aperçoit qu'elle est diabétique parce qu'elle fait un problème qui est lié à son diabète. Et ce qu'on voudrait éviter, c'est ça. C'est justement qu'elle entre dans le diabète par la complication. Et ça, on peut le faire que si on repère les gens assez tôt, tout au début du diabète ou même encore avant, à la phase de prédiabète. Et l'idée, c'est qu'on peut vivre avec, oui, on peut vivre d'autant plus longtemps qu'on le repère bien, qu'on le suit bien. Voilà. Et c'est là que le patient peut être acteur. Et la seule différence, je dirais, entre le prédiabétique et le diabétique dans l'accompagnement et le fait que les gens doivent se prendre en charge eux-mêmes, c'est que le prédiabétique, il n'aura pas de traitement, alors que le diabétique, il y a tout l'accompagnement sur le changement du mode de vie, plus l'accompagnement et l'appropriation de son traitement et l'adaptation de son traitement. Le diabétique, il aura un traitement en plus à gérer. Voilà. Merci beaucoup, ce qui fait aussi une transition pour la deuxième séquence de cette émission, parce que si je ne me trompe pas, cette étude Prédiabrod, dont on va parler plus en détail, c'est bien par là qu'elle commence, par le repérage et le dépistage. Merci beaucoup à tous les invités présents avec moi sur le plateau, à distance. Merci pour votre participation, merci pour toutes les précisions que vous nous avez apportées. C'est l'heure du jingle qui nous ouvre la deuxième séquence. Prédiabrun, une étude de recherche sur les prédiabétiques à La Réunion. Nous vous l'annoncions en première séquence. On va évoquer ce sujet plus en détail avec les acteurs de cette recherche, mieux comprendre comment elle se passe, de quelles données on parle, qui participe, pourquoi il est important pour la population de participer. Ce que je vous propose dans un premier temps, rentrer dans le sujet, regardons ce reportage, cette animation qui nous présente un petit peu cette étude. Vous avez des diabétiques dans votre famille? Vous êtes en surpoids ou obésité? Vous avez fait un diabète pendant votre grossesse? Vous êtes sédentaire? Vous êtes à risque d'être prédiabétique. Au stade du prédiabète, vous pouvez encore éviter le diabète. Faites-vous dépister? Parlez-en à votre médecin traitant. Prédiabrun est une étude sur le prédiabète à La Réunion. Son objectif est de mieux connaître le prédiabète afin d'améliorer la prise en charge des prédiabétiques pour faire reculer le diabète à La Réunion. Qu'est-ce que vous y gagnez? Vous bénéficiez, premièrement, d'un suivi annuel recommandé avec votre médecin traitant. Deuxièmement, nos enquêtrices vous appellent lors d'un entretien téléphonique pour mieux cibler vos besoins et obtenir une prise en charge plus personnalisée. Enfin, vous bénéficiez d'un bilan biologique plus complet dans votre laboratoire habituel qui permettra par la suite la mesure de facteurs pouvant expliquer l'évolution vers le diabète ou le retour à la normale. Vous souhaitez participer à Prédiabrun? Parlez-en à votre médecin traitant. C'est lui qui vous fait entrer dans Prédiabrun et qui vous suit tout au long de l'étude. Rien ne sera fait sans votre accord écrit et signé. Tous
tous les prédiabétiques qui ont entre 25 et 70 ans peuvent participer à Prédiabrun. À l'exception des femmes enceintes et des personnes qui ont le projet de quitter la Réunion dans les 2 prochaines années. L'équipe Prédiabrun compte sur vous. Le but de Prédiabrun est de faire reculer le diabète pour vous et vos proches. Parlez-en à votre médecin traitant pour une information complète. Et voilà pour cette deuxième séquence, Prédiabrun, cette étude de recherche réalisée par le CIC, Centre d'investigation clinique du CHU, recherche réalisée en partenariat avec les médecins généralistes et vous, la population réunionnaise, sans qui il ne peut y avoir d'études. Alors nous ont rejoint pour discuter de tout ça, à distance, le docteur Nguyen, et puis reste avec nous la Maison du Diabète, avec toujours Aurélie et Julie sur le plateau. L'équipe du CIC en charge de cette étude, le docteur Anthony, peut-être vous laissez vous présenter. Oui, donc je suis le docteur Anthony. Je suis médecin spécialisé en santé publique. Je travaille au CHU de La Réunion, dans une unité de soutien à la recherche et au centre d'investigation clinique. Donc moi, je m'intéresse particulièrement au prédiabète, parce que comme ça a été dit plusieurs fois, c'est une cible intéressante et prometteuse dans la prévention du diabète. Et puis, je suis le médecin référent de l'étude Prédiabrun. Donc je m'occupe de superviser les différents acteurs plutôt hospitaliers de l'équipe Prédiabrun. Et puis je m'assure au bon avancement de l'étude en général. Merci beaucoup. Laurie, également de l'équipe du CIC sur cette étude. Voilà, donc je m'appelle Laurie Kishnapaneidou, je suis la coordinatrice de l'étude Prédiabrun. Donc je coordonne les différents acteurs autour de l'étude, donc les acteurs qui sont sur le terrain et l'équipe de recherche qui se trouve au CIC. Vous avez évoqué un rôle qui me semble essentiel sur une étude comme celle-là, parce que la population, les médecins, plein de données, la coordination de tout ça, ça semble être une clé de voûte pour qu'une étude comme ça puisse fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe ? Alors, il y a différents acteurs justement sur cette étude. Donc, il y a vraiment, moi je dirais que ça s'articule, ça s'oriente sur 3 pôles essentiels. Donc, il y a un premier pôle avec tout ce qui est création du projet, les chefs de projet, donc avec professeur Nobécourt et professeur Marie Moutou que vous avez vu précédemment, et le consensus de médecins qui a été aidé à l'étude. Et après, nous, ce qu'on a fait du contenu de l'étude, c'est de pouvoir avoir des supports qui soient adaptés. Donc, du coup, c'est d'essayer de vulgariser le domaine de la recherche et donc d'avoir des supports qui puissent être accessibles aux patients pour pouvoir les informer sur l'étude, et aussi d'avoir des supports pour le remplissage des données, justement parce qu'on a beaucoup de données à récolter pour la recherche. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec justement le docteur Anthony. Donc on fait les supports. Après, il y a un deuxième pôle vraiment sur le terrain avec nos médecins investigateurs. Donc c'est les médecins généralistes, dont docteur Nguyen et docteur Franco. Là, il faut aller sur place, il faut les recruter d'abord. Donc il faut essayer de recruter le maximum de médecins sur l'île pour pouvoir représenter au mieux la population prédiabétique réunionnaise. Donc c'est expliquer l'étude, c'est expliquer le déroulé de la recherche, quelles données il faut récolter, comment expliquer aux patients. Donc on donne les supports adaptés pour informer le patient et les supports pour pouvoir récolter les données. Ensuite, il faut aller au 3e pôle d'action, donc au niveau du CIC même. Et donc là, c'est vraiment au niveau des enquêtes téléphoniques. Donc on va pouvoir transmettre les données à l'équipe de recherche, et il y a aussi une enquête téléphonique qui est faite par des enquêtrices formées. Et donc voilà, nous on est au milieu en tant que moi en tant que coordinatrice et docteur Anthony en tant que médecin référent de l'étude. Donc on coordonne ces 3 pôles-là parce qu'il y a des interconnexions, et pour que l'engrenage fonctionne bien, il faut une personne référente qui puisse parler à tous les acteurs de la recherche, le terrain et l'équipe de recherche au CIC. Très bien, après avoir parlé un petit peu de tous les rouages qui font que cette affaire peut fonctionner, l'explication sur le reportage était bien faite, relativement claire, mais on peut quand même peut-être revenir un peu là-dessus. Allez, en gros, le principe de Prédiabrun, c'est quoi ? Alors, l'étude Prédiabrun, comme ça a été dit, donc c'est une étude qui s'intéresse aux prédiabétiques qui sont suivis par les médecins traitants. Donc on recherche les prédiabétiques.
les médecins les diagnostiquent, ils les incluent. Et déjà, une des premières questions auxquelles l'étude peut répondre, c'est déjà qui sont ces patients prédiabétiques. Parce que comme ça a été dit, donc, des données sur le diabète à La Réunion, on en a déjà. On sait plus ou moins qui sont les patients diabétiques de La Réunion. Les patients prédiabétiques, ça n'a pas encore vraiment été décrit. Donc déjà, la première question, c'est tout simple. Mais voilà, qui sont les patients prédiabétiques? Quelles sont leurs spécificités à La Réunion? Donc déjà, ça, c'est... Des hommes, des femmes, leur tranche d'âge, leur mode de vie, etc. Voilà, l'IMC, les habitudes alimentaires, etc. Donc déjà, ça, c'est déjà très intéressant. Dans un deuxième temps, l'idée de Prédiabron, c'est en fait de mettre en évidence les facteurs de risque de la transition du prédiabète vers le diabète. Parce que les sujets prédiabétiques sont des sujets qui sont à risque de devenir diabétiques. Mais tous les sujets prédiabétiques ne deviennent pas forcément diabétiques. Donc l'idée de Prédiabron, c'est de pouvoir dire que tel facteur est peut-être un facteur de risque ou même de protection de la transition vers le diabète. Et ça, c'est fait par le biais de la collection de multiples données, donc des données de santé qui sont recueillies au cours d'une consultation chez le médecin généraliste, des données classiques, des antécédents médicaux, traitements, poids, taille, etc. Des données d'habitude de vie qui sont recueillies par des enquêtrices qui appelleront les patients inclus dans l'étude et qui poseront aux patients plein de questions sur les habitudes de vie alimentaires, activité physique, des données sociodémographiques, etc. Et puis des données biologiques qui seront issues des résultats des prescriptions biologiques des médecins généralistes dans le cadre de l'étude. Donc voilà. Et le fait de mettre en lumière des facteurs de risque ou de protection, ça pourra permettre d'orienter des actions de prévention en fait, sur le plan local à La Réunion. Voilà. D'accord. Comme on disait tout à l'heure, connaître pour mieux agir. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc si j'ai bien compris, Prédiabron, c'est repérer ces prédiabétiques. Parce qu'effectivement, ce n'est pas écrit sur leur front. Donc effectivement, il va falloir, à travers, j'imagine, ce qui a été évoqué tout à l'heure, une glycémie à jeun, une hémoglobine glyquée, identifier ces... Pardon ? Pas l'hémoglobine glyquée, mais les glycémies à jeun ou HGPO. La glycémie à jeun, arrêtez-moi si je dis des bêtises, la glycémie à jeun, c'est cette petite piqûre au bout du doigt qu'on peut faire Non, en fait, c'est vraiment en laboratoire. Prise de sang, c'est vraiment une prise de sang en laboratoire. Oui, c'est la glycémie capillaire, c'est ça. Donc en laboratoire, on repère les prédiabétiques. On est repéré prédiabétique, qu'est-ce qui se passe? On a un médecin investigateur, c'est ça qui s'occupe de nous? Non, alors en fait, donc le médecin investigateur, si le suspecte son patient d'être prédiabétique, il va donc prescrire la prise de sang. Si le patient est vraiment prédiabétique, là, il va lui présenter l'étude. Donc si le patient est intéressé, il signe un consentement et à ce moment-là, il est inclus dans l'étude. Être inclus dans l'étude, ça veut dire répondre à des enquêtes téléphoniques, c'est ça? Entre autres. Oui. Entre autres, et avoir peut-être des examens réguliers pour avoir ces données biologiques que vous évoquez? Oui, voilà, c'est ça. En fait, le patient qui signe l'accord à l'étude, il accepte de partager ces données, anonymement bien sûr, pour l'étude, pour la finalité de l'étude. Donc ces données, comme j'ai dit, voilà, c'est les données de santé que le médecin prendra à son cabinet, les données de prise de sang, et puis les données d'habitude de vie. En fait, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Le docteur Nguyen? Oui, donc d'abord, je vous remercie de m'avoir convié à votre réunion et de donner la parole au médecin investigateur de l'étude de Prédiabron. Donc je n'ai pas la prétention d'être le représentant des médecins généralistes investigateurs. Mais bien sûr, j'étais motivé pour faire cette étude parce qu'effectivement, donc, la médecine évolue et elle progresse et on ne sait toujours pas tout. Mais surtout, on en apprend tous les jours. J'en discutais encore ce matin avec le professeur Domécourt parce que pour nous, on était à 3 types de diabète. Et en fait, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, on a peut-être au moins 5 types de diabète. Donc, dans notre formation, on a une formation continue qui est obligatoire. Et de là, bien sûr, on est grâce, avec l'apparition du CHU depuis 2012, on a effectivement des formations encore plus poussées.
Donc, à La Réunion, on a eu la chance, c'est qu'elle a toujours été pionnière dans la recherche et l'innovation. Et du fait de son insularité, donc le modèle d'étude est beaucoup plus facile, puisque les gens, on a une population jeune et surtout, on a une mixité des ethnies. Donc le diabète, on le sait malheureusement, est prépondérant à La Réunion, avec une prévalence qui est quasiment 2 fois plus qu'en métropole. Donc après, à titre personnel, pourquoi je me suis investi dans cette étude, c'est que bon, j'étais directeur médical de la Rare Soins à domicile, qui était un établissement de santé qui s'occupait du respiratoire et surtout de l'hospitalisation à domicile. Et dans nos missions, on avait la promotion de la santé. Et donc, d'ailleurs, on participait aux journées du diabète ou des maladies cardiovasculaires. Et on était effectivement en contact aussi avec les associations comme Maison du diabète, Réucar, la PERF, le SAOM pour la dicto et même le REPER pour la pédiatrie. Donc, à titre personnel, j'ai participé déjà à une étude sur le diabète et la microalbuminurie. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, j'ai participé à une étude aussi sur le prédiabète avec des compléments alimentaires. Donc, ce qui effectivement donc, nous motive et on n'est surtout pas blasé malgré notre âge avancé. On veut toujours en connaître plus. On a soif effectivement de connaissances et on veut être aussi utile au progrès de la médecine et en plus donc être actif, utile, mais critique. Alors le seul inconvénient de participer à l'étude, c'est que c'est très chronophage quand même. Bon, on travaille tous beaucoup, on a tous plein de choses à faire, mais bon, je pense qu'il est important qu'on puisse participer pour faire avancer effectivement donc, la médecine. Merci, docteur Nguyen. Effectivement, vous êtes un médecin généraliste motivé pour faire avancer cette étude, conscient des forces de notre territoire, mais comme vous le dites, il y a aussi des désagréments, le chronophage, mais dans la balance, le positif doit le remporter puisque vous participez. La Maison du diabète, quel est votre rôle dans cette étude? Alors, oui, ben, on est forcément obligé un petit peu de prendre connaissance de tout ça. Étant Maison du diabète, on doit être un petit peu au courant au minimum de ce qui se passe. Nous, on n'est pas comme les médecins, on ne va pas pouvoir poser de diagnostic. C'est vrai que déjà, pouvoir leur aider à comprendre ce qu'est le prédiabète et diabète, et leur parler que ces solutions existent, donc du coup d'accompagnement, de prise en charge pour améliorer plus tard les conditions de prise en charge, c'est déjà un premier pas pour les patients. Merci beaucoup. Vous avez fait transition sur notre prochain sujet, Marcy, puisqu'il est temps maintenant de s'interroger au point de vue du patient. Donc, allons voir un peu ce que pensent les patients qui participent à cette étude avec ce reportage. C'est mon médecin traitant qui m'a demandé si je voulais faire partie de cette étude, que j'avais rien à faire et que j'ai dit tant que moi je suis pas dans un labo et que je suis pas cobaye. Je crois que ça fait 1 an. On m'a appelé et on a pris rendez-vous un après-midi pour poser des questions. Ça a duré 1 heure de temps. Les types de questions, c'est qu'est-ce que je mange, dans ma famille, qui c'est qui a du diabète, ma vie, enfin vraiment plein de questions. Comme j'ai toute ma famille qui sont diabétiques, j'ai même mes frères là qui ont découvert qu'ils sont diabétiques. Donc si ça peut apporter quelque chose pour plus tard, oui. J'ai dit oui, voilà. Comme moi aussi je suis prédiabétique. Donc, ça m'a... Franchement, j'ai dit, pourquoi pas.
Alors, donc, comment est venue l'idée du projet Prédiabrun? Donc, moi, je suis diabétologue, hein, donc c'est vrai que mon quotidien se passe à prendre en charge des patients diabétiques. Et rentrer dans la maladie diabétique, c'est passer une étape. Et bon, après, c'est une succession d'adaptation du traitement, prévention des complications et prise en charge des complications. Et c'est vrai que pour les patients, c'est un long parcours qui est parfois difficile. Donc notre idée, c'était de mettre en place un projet pour mieux connaître les sujets à risque de devenir diabétiques, pour pouvoir les prendre en charge de façon optimale et limiter l'apparition du diabète à La Réunion. Sur un plan de santé publique, vous savez que le diabète à La Réunion, c'est 2 fois plus de patients traités pour le diabète qu'en métropole. Et le contexte dans lequel on a monté cette étude, c'est aussi un contexte où, au niveau national aussi, la question commence à se poser. Et c'est dans ce cadre national qu'a été lancée aussi l'action Dites non au diabète, qui s'est centrée sur les prédiabétiques. Et La Réunion est un département pilote de cette action de la sécurité sociale autour des prédiabétiques. Et pour nous, c'était l'opportunité aussi d'inclure des patients dans un contexte où on pourrait avoir des gens qui participent aux actions de la sécurité sociale, des gens qui n'y participent pas, et avoir finalement une vision globale de l'ensemble des prédiabétiques et pouvoir comprendre aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ces actions pilotes autour de la prise en charge du prédiabète. On travaille beaucoup avec les médecins généralistes, déjà par les interactions qu'on a dans le suivi des patients diabétiques et métaboliques. Donc on a été voir nos collègues avec qui on travaille, les collègues du département de médecine générale universitaire, les collègues de l'URML OI, donc les représentants des médecins généralistes libéraux, et les collègues des représentants des enseignants en médecine générale. Et donc avec eux, avec différentes associations au CIC, on a pu du coup mettre en place ce projet. Il y a un deuxième point qui est comment on va chercher des sous pour pouvoir faire tout ça. Donc c'est vrai que la structure du CIC est là pour l'appui à la méthode pour monter des études. Comme l'a dit Estelle, on travaille beaucoup avec aussi les médecins généralistes et notamment le département de médecine générale de l'université. Et donc c'est avec eux qu'on a réfléchi à comment monter au mieux l'étude, et ce qu'on a décidé, c'est de le monter, bien sûr, avec l'aide des médecins généralistes. Donc, pour nous, l'endroit où on va trouver des patients prédiabétiques, ça va être dans le cabinet du médecin généraliste, et c'est eux, finalement, qui les repèrent, et c'est eux qui se posent la question de qu'est-ce que je peux faire pour eux, et dans tous les cas, c'est eux qui vont être amenés à faire les actions primaires, on dira, pour faire de la prévention, de la prise en charge, pour éviter le passage au diabète. Donc, le but de l'étude, c'était de suivre et de comprendre qu'est-ce qu'est le prédiabète à La Réunion, qui sont les prédiabétiques et qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent diabétiques ou pas. Pour l'instant, le prédiabète, c'est un peu un état entre deux, pas bien défini. C'est pas qu'il n'est pas bien pris en charge, mais le parcours du patient prédiabétique, il n'est pas très clair, quoi. Et surtout, les moyens nécessaires, ils sont compliqués. C'est les mesures hygiéno-diététiques, c'est déjà ce qu'on fait tout le temps. Donc, mais pour ça, il faut des aides. Pour un médecin, il n'a pas forcément tous les moyens, toutes les sessions d'éducation thérapeutique, tous les différents intervenants qui vont pouvoir l'aider. Donc, c'est en standardisant les choses aussi, et ce réseau de médecins, on va l'animer. Donc, il y a vraiment ce double aspect pour faire reculer le diabète à La Réunion. Il y a vraiment l'aspect connaissance, et puis il y a l'aspect animation d'un réseau en soins premiers. Ça, c'est vraiment une problématique de santé publique importante. Vraiment, notre objectif, c'est ça. Faisons reculer le diabète à La Réunion. Oui, faire reculer le diabète à La Réunion et mieux connaître. Nous sommes toujours sur ce sujet, cette étude Prédiabrun. On en voit un peu plus les contours. Prédiabrun, c'est vraiment essayer de mieux comprendre ce qui se passe autour du prédiabète à La Réunion. C'est bien ça, nos patients prédiabétiques, qui ils sont, les définir, où ils sont presque, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'ils font qu'ils deviennent prédiabétiques, peut-être comprendre leur mode de vie. Et toutes ces infos, parce que ça a l'air facile à dire comme ça, mais finalement ces infos, il faut aller les chercher. Et vous parliez tout à l'heure des enquêtes téléphoniques, il y a donc des personnes, elles sont nombreuses. D'ailleurs, combien de personnes sont visées sur cette étude ? Alors l'objectif, ce serait d'avoir 2000 patients. 2000 patients. Voilà.
Ouais. Et donc, il y a donc des personnes qui doivent se charger de réaliser ces enquêtes téléphoniques auprès de ces 2000 patients, c'est ça? Voilà, donc comme la patiente l'a dit dans le reportage, donc elle a été appelée, on lui a posé beaucoup de questions, ça a duré 1 heure. On a des enquêtrices formées au CIC pour faire ces entretiens téléphoniques. Donc on a Nadège Nati qui est responsable de la plateforme enquête, Sylvaine Porchera et Corinne Mussard. Ce sont nos 3 enquêtrices qui sont chargées de faire les entretiens téléphoniques pour l'étude Prédiabrun. Et normalement, le questionnaire de l'entretien téléphonique devrait durer 20 minutes maximum s'il n'y avait pas d'échange. Mais en général, comme elle le disait, ça dure 1 heure, voire 1h30. Des fois, c'est déjà arrivé parce que, à juste raison, le patient vient d'avoir le diagnostic du prédiabète chez son médecin. Et quand il rentre dans Prédiabrun, le premier interlocuteur qu'il va avoir, c'est nos enquêtrices téléphoniques. Donc c'est vrai que ça amène à l'échange. C'est pas seulement un recueil de données très poussé, c'est aussi de l'écoute. Et donc c'est vrai qu'en dehors du médecin généraliste qui va les suivre pendant tout le long de l'étude et annuellement selon les recommandations, nos enquêtrices téléphoniques sont les seules à avoir contact avec le patient pendant tout le long de l'étude. Et donc elles ont un rôle vraiment essentiel dans les récoltes de données des habitudes de vie chez les patients. Et donc elles sont formées pour faire ces entretiens téléphoniques. Donc un rôle essentiel, ces enquêtrices, en contact avec les patients. Un rôle essentiel aussi des médecins investigateurs, le docteur Nguyen encore présent. Docteur Anthony, toutes ces données, puisque ça fait beaucoup de données, tout ça, ça arrive au CIC et on va compiler tout ça pour en faire de la connaissance, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. À quel horizon? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Comme j'ai dit, on peut espérer mettre en évidence certains facteurs de risque et de protection de la transition vers le diabète, et puis décrire l'échantillon de patients prédiabétiques. L'étude a commencé depuis quand? Juillet 2019. Juillet 2019. Vous avez une idée du nombre de patients inclus aujourd'hui? Alors, on est aux alentours de 202 patients pour l'instant. Bon, c'est pas beaucoup, mais il y a eu la Covid qui n'a pas forcément facilité les inclusions. Mais on est assez optimiste pour la suite. Bah oui, puis c'est peut-être l'occasion aussi de passer le message. C'est l'enjeu aussi de cette séquence sur le prédiabète. Je crois qu'il y a un intérêt pour tous les Réunionnais, d'une part que des médecins soient investigateurs et puissent prendre part à cette étude pour l'aider à la faire avancer, et puis que chaque Réunionnais soit sensible d'accepter le repérage, le dépistage, et puis de faire ces entretiens, en fait, d'être inclus dans cette étude. C'est un enjeu qui est collectif. Peut-être, docteur Nguyen, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Sur cette étude, comme je disais, effectivement, qui est très chronophage, mais très intéressante, je pense que ce qui est important, c'est pour pouvoir essayer de trouver plus de médecins investigateurs pour avoir plus de patients, effectivement. Donc, pour les motiver, il faudrait mieux appréhender le dépistage et montrer la procédure et faciliter la procédure d'inclusion, en fait. C'est ça le plus important. Pour ceux qui nous regardent là, qui sont touchés par ce message, qu'ils soient médecins investigateurs, qu'ils n'ont peut-être pas besoin de l'émission pour ça, mais sait-on jamais, des personnes qui souhaitent être intéressées, est-ce qu'il y a un contact CIC ou quelque chose comme ça? Alors, on a un site sur l'étude Prédiabrun qui est en cours de montage, donc qui sera disponible bientôt. Donc ça s'appelle www.prediabrun.re. D'accord. Donc toutes les informations seront disponibles sur ce site. Voilà. Pour des personnes qui seraient intéressées. Et de toute façon, si une personne est intéressée, dans tous les cas, il faut qu'elle s'adresse à son médecin traitant pour avoir plus d'informations. Voilà. Donc un site bientôt en ligne, www.prediabrun.re. C'est ça. Ce sera ça. Très bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Merci beaucoup, Laurie, docteur Anthony. Docteur Franco,
Julie Aurélie, la Maison du Diabète, Dr Nguyen, je tiens à vous remercier beaucoup. C'est la première édition de cette Web TV. Vous avez donc été les acteurs dans des conditions pas faciles, comme je disais en début d'émission, en n'étant pas physiquement sur le plateau avec nous. Vous ici, avec ce masque, aussi inconfortable soit-il. Mais en tout cas, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup à l'université, au CIC, à l'Observatoire régional de la santé qui a permis aussi d'alimenter cette émission avec toutes les données nécessaires. Merci au soutien financier et puis merci à toute l'équipe qui sont présents, que vous ne voyez pas, qui sont tout autour de nous et qui font en sorte que ça fonctionne bien. Il me reste à vous donner rendez-vous pour une prochaine émission qui aura lieu en 2021. Un autre sujet sera traité et on abordera toujours avec cette même ligne éditoriale. L'idée, ça sera de travailler toujours avec des experts, des chercheurs, faire réagir aussi les patients, les associations, les acteurs, dans une idée de promotion de la santé et de fédérer toutes les forces en présence. Merci beaucoup et à très bientôt.